Ça marche pas. 1, 2, 3. Non. Bon, bah, cette là, putain, c'est jamais sûr. On va te. 21 ans à l'époque. C'est bon, C'est t'envoies bon. J'ai envoyé. Vas-y, laisse t'asseoir. Pas le son. Non, c'est bon. On partait à 21 ans et on était que majeur à 21 ans à l'époque. Alors j'ai passé le conseil de révision et après je suis parti au mois d'octobre 1936. Parti au régiment à Auxerre, dans l'infanterie. Là, on a fait les classes. Car à l'époque, ma première permission a été que dans le mois de janvier. Il fallait avoir fait les classes. Et là, je suis resté. J'ai fait 2 ans. J'ai hérité des 2 ans de service militaire. Ah ouais, c'était encore 2 ans. Oui, c'était la loi de 2 ans. C'était mon héritage. Et puis j'ai resté pendant 2 ans à Auxerre. La première année, j'étais dans l'infanterie. J'ai fait beaucoup de marches, beaucoup de garde, de montée de garde. La deuxième année, j'ai été aux motos. Je conduisais les sidecars, les motos. Ça allait déjà mieux. Et après, je devais être libéré le 1er octobre 1938. Et il y a eu un mouvement de guerre avec l'Allemagne en 1938. Nous sommes partis en tenue de guerre dans l'Est, à Lunéville, en tenue de guerre. Et puis il y a eu un arrangement avec Hitler à Munich. Alors ils nous ont ramenés à Auxerre et j'ai fait encore 15 jours de rabio là. Au lieu d'être au 1er, j'ai été libéré après le 15. Donc quand tu es parti, mais tu es arrivé là-bas, tu n'as rien fait du tout. Non, non, on était en tenue de guerre, on était en position, puis après ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. Et puis j'ai été libéré le 15 octobre 1938. Et alors, comme ça ne s'arrangeait pas du tout, au mois de mars, ma classe a été rappelée. J'ai été rappelé à Auxerre. Mais comme étant l'aîné de 5, l'aîné des fils de 5, ils m'ont renvoyé. Oui. Et puis, de ma classe sont partis garder les Espagnols là-bas dans le Midi. Et j'ai été rappelé au mois d'août. Quand ça allait mal, au mois d'août, ils m'ont rappelé. Je suis retourné à Auxerre. Et comme ma classe n'était pas là, je suis resté à Auxerre. Et la déclaration de guerre a été le 2 septembre, je crois, ou août, je ne me rappelle plus. Et je suis resté à Auxerre jusqu'au mois de novembre. Et au mois de novembre, nous sommes partis devant la ligne Maginot, là-bas, en position dans les pays qui étaient évacués. Alors on habitait dans les maisons des gens qui étaient évacués. Ils avons passé presque tout l'hiver, mais il n'y avait pas de pétard, rien. Ils nous faisaient travailler, poser des barbelés, on faisait des casse-mates. Il n'y avait rien. On n'a rien eu tout l'hiver comme ça. C'était la drôle de guerre qu'ils disaient. Nous, on n'a rien eu là-bas. Et puis, quand est arrivé en 1939, que ça allait si mal, mais nous, on n'en savait rien. Ils nous ont emmenés tenir les casse-mates au bord du Rhin, juste à ras du Rhin, dans les casse-mates. J'ai été dans le mois de mai, là, au début mai, et puis on est resté là. On était pas mal parce qu'on était tellement près qu'ils ne nous tiraient pas dessus. On était trop près, on avait juste le Rhin qui nous séparait. Et on entendait passer les obus derrière, et puis on avait notre état-major qui était derrière. Ils ne pouvaient plus, ils étaient dans les abris toute la journée, eux, ils recevaient toutes les bombes, les obus. Et nous, on n'avait rien, on avait des tranchées, et puis des casse-mates, il y avait des tranchées, puis on montait la garde tout le temps, et on couchait dans les casse-mates, là. Justement, il fallait tirer des cartouches.
c'était le règlement. Le lendemain, ils venaient rendre compte de ce qu'on avait tiré. Alors nous, on les tirait le soir d'un seul coup, en face, je ne sais pas où ça atterrissait, mais à l'autre côté du Rhin. Et puis parce que ça faisait de la fumée dans les casemates. Alors on ne pouvait pas dormir là-dedans, on ne pouvait plus y rester. Alors on faisait ça le soir avant, on pouvait se coucher parce qu'il y avait des paillasses, des lits à étage. Et il y en a qui montaient la garde, il y avait un tour de garde dans des guérites. Et c'était pas dangereux du moment que tu suivais les tranchées, tu allais dans la guérite, tu ne te faisais pas voir au-dessus. Alors même qu'ils tiraient, ça passait dessus. D'ailleurs on entendait les sopules sans arrêt. Et toute la nuit, on voyait clair comme en plein jour parce qu'il y avait des fusées qui descendaient avec un parachute. Ça éclairait un bon moment. Et après, ils en lâchaient d'autres. Et puis, on avait s'il y aurait été une fusée rouge, c'était une alerte qui traversait, ou verte, c'était signalé ça. Et on n'était pas trop mal, mais on n'avait plus de ravitaillement. Ils ne pouvaient plus venir nous porter à manger avec les roulantes, parce qu'ils étaient bombardés toute une journée derrière. On ramassait les légumes dans les jardins, puisque ça avait été évacué, il y avait encore des légumes, tout ça. On arrivait à faire notre soupe comme ça. On avait bien des biscuits et du chocolat dans des caisses qui étaient plombées, mais il ne fallait pas y toucher dans les cassemettes. C'était en cas qu'on soit envahi. Ça, on les a laissés même, et qu'on avait faim. Et puis on arrivait au mois de juin, là, c'était la débâcle, mais on n'en savait rien, on n'avait aucune nouvelle, nous. On ne savait rien. On avait en face Bâle, le long de la Suisse. On voyait les lumières le soir, tout, c'est un pays neutre, là. Mais on ne savait rien, nous, on n'a pas bougé. Puis un jour, ils ont dit qu'on allait évacuer les casemates. C'était vers le 15 juin, par là. Alors, on a fait tous nos bardas, tout ce qu'il y avait trop, les mitrailleuses, on les a foutues dans le canal, et tout ce qu'on ne pouvait pas emporter. Et on est parti avec notre barda, même ils nous ont pris nos sacs dans les camions. Et puis on a marché pendant 3-4 jours, comme ça, à l'arrière. On a été sur Belfort, et arrivé au pied de Bussan, pas Bussan, au pied du ballon d'Alsace. Il y avait de la troupe, je me rappelle, il y avait une roulante là qui nous a foutu une gamelle de macaroni là, parce qu'on n'avait rien mangé, on venait comme ça, on ne trouvait plus rien en route, c'était tout évacué. Alors, ils ont dit, sur le ballon d'Alsace, ils ont essayé, ils ne peuvent plus passer, c'est pris. Et puis voilà que nous, notre compagnie, qu'on n'avait presque plus rien, moi j'étais chargeur au fusil mitrailleur, j'avais peut-être 3 ou 4 chargeurs. C'est l'affaire de quelques minutes à tirer. Ils nous ont embarqués dans des cars pour monter sur le ballon d'Alsace. Et là pour l'instant, tu n'avais pas encore vu un Allemand? Si, tu avais déjà vu des Non, Allemands? non, on n'avait rien vu, on ne savait rien. Vu. Parce que si on avait su, on n'avait qu'à passer en Suisse, on était à côté. Il y en a qui l'ont fait peut-être, mais on ne voulait pas être déserteurs, on n'était pas au courant de rien du tout. On ne savait pas qu'ils étaient dans toute la France presque. Alors, ils nous ont montés là-haut le soir, on y a passé la nuit, il faisait un froid là-bas, un vent glacier, c'était pourtant au mois de juin. Je me rappelle avec les copains, là, on était 3 ou 4 là, au fusil mitrailleur, on a coupé des branches pour se mettre sur le dos tellement qu'on avait froid là. Et puis le lendemain matin, au jour, ils nous ont mis en position. Moi j'étais sûr, je balayais toute une route avec le fusil mitrailleur, on était dans le fossé là, et puis on balayait cette route là, s'ils avaient monté, je pense nos 3 cartouches là, ça n'aurait pas duré longtemps. Hein. Enfin, on était en position. Et puis ça ne bougeait pas, et puis tout d'un coup, il s'est déclenché un tir d'artillerie, mais alors à gauche de nous autres là. Ça tombait, nous, ça tombait pas là. Et puis il y a eu un arrêt au bout d'un moment, il y a un lieutenant qui vient, il nous dit un tel est mort, un tel a été tué, enfin, qu'est-ce qu'on a reçu, on a tout pris là-bas. Et on dit aux autres, tenez bon là, puisqu'il n'y a rien. Alors il y a eu un arrêt peut-être d'un quart d'heure, ils ont rectifié le tir, et en plein sur nous après.
Alors là, on a été bousillé par toute la compagnie. Moi, j'étais dans le fossé avec le caporal et puis le tireur. Ça, tout d'un coup, un éclat, ça m'a sorti du fossé. Parce que quand tu reçois l'éclat, hein, j'ai reçu un éclat dans le dos, là, il est bouillant, c'est ça qui te fait le plus mal. Et puis ça m'a foutu sur la route. J'ai vu le caporal qui était mort, lui, ça l'avait tendu. Et le tireur, il dit allons-nous-en, sauvons-nous, allons-nous-en. Et puis moi je me tenais, ça me faisait mal. Je me tenais sur ma main pleine de sang. D'ailleurs j'avais un éclat ici aussi, dans le coude. Alors ça saignait partout. Alors il dit allez viens, viens. Oh j'ai dit tue-moi avant de t'en aller. Je croyais que j'étais traversé, hein, parce que comme je me baissais, le sang était tout là. Et alors, je l'ai suivi, même je me demande s'il ne s'est pas fait tuer pour moi, parce qu'il m'attendait de venir. Mais moi, parce qu'on entendait les tirs, le tir. On avait le temps de se planquer à quelques mètres derrière un arbre, avant que ça arrive. C'était des fusants, des éclats. Et lui, il se mettait derrière les arbres, on entendait. Tandis que moi, je marchais tout droit parce que je disais, je vais tomber un peu plus loin. J'ai même vu un endroit, un cheval qui était attelé à une voiturette de mitrailleuse. Je l'ai vu basculer comme ça. Et puis je marchais tout droit, moi. Et lui est resté derrière. Je ne sais pas s'il ne s'est pas fait tuer ou quoi, pour m'attendre. Parce que moi, je marchais comme ça n'importe où. J'entendais de tomber plus loin. Et puis je sors de ce bois-là, comme ça. Encore, tant qu'on est chaud, on marche. Je vois des infirmiers qui étaient là, qui ramassaient les blessés. Ils avaient des trous, ils se mettaient à l'abri entre-temps. Et puis on était tous étendus là sur la plaine, et on était bien plus de 20 là. Il y en a qui avaient les jambes coupées, d'autres étaient tout noirs. Alors moi je suis resté comme ça, ils m'ont mis un pansement, un premier pansement dans le dos là pour arrêter le sang. Et on est resté là des heures. Et puis on avait froid, hein. Sur le ballon d'Alsace, il fait froid là-haut. On avait froid. Et puis il est arrivé, l'artillerie s'est arrêtée. Et puis on les entendait monter avec les mitrailleuses, et puis qui gueulent quand ils attaquent. Hein. Ils gueulaient, et puis les mitrailleuses, mais ils étaient encore loin. Alors on est resté là des heures, je ne sais pas combien. Il est arrivé des ambulances. Et c'était les Français encore. Les ambulances qui nous ont chargés tous. Mais moi, je ne pouvais plus bouger, là, j'étais raide complètement. Ils m'ont chargé sur un brancard et puis ils nous ont emmenés à l'hôpital de Bussan. Alors, arrivé à Bussan, on rentre dans cette salle-là, parce que c'était un hôtel qui est transformé en hôpital pour la guerre. Je vois tous ces brancards là, qui étaient là, qui attendaient, là, le sang qui coulait en dessous. C'était incroyable à voir. Alors je suis resté là, je me rappelle qu'ils m'ont donné une coupe de champagne, tellement qu'on avait froid, et puis ils m'ont mis des bouteilles là, chaudes là, autour de moi, tellement qu'on était gelés hein, en plus. Puis je suis resté là, je ne sais pas comment, ils opéraient en même temps, et ils m'ont emmené à la salle d'opération. Je me rappelle parce qu'à l'époque ils mettaient le masque, c'était pas des piqûres, alors ça t'étouffait là. Et je me rappelle pendant l'opération, ils m'ont enlevé l'éclat, je me suis réveillé. Et je me rappelle qu'ils ont crié « Cramponnez-le, cramponnez-le !» Et puis ils m'ont refoutu le masque, j'en ai repris une bouffée, puis je me suis retrouvé dans le lit tout nu. Je n'avais plus rien, aucun papier, rien du tout, tout nu. Et c'était le 20 juin 1940, oui, le 20 juin. Et on est resté là, on n'était pas encore prisonniers. Et puis le lendemain, on a eu un tir d'artillerie sur l'hôpital. Ça passait de tous les côtés. Alors, ils ont ouvert les fenêtres pour pas que les carreaux se cassent, ils nous ont ouvert tout. Et puis les infirmiers, les docteurs étaient partis dans les abris. On les entendait passer, les obus. Il n'en est pas tombé. On est de la veine, il n'est pas tombé là. Et puis le lendemain, ils sont arrivés, les Allemands.
les officiers sont venus dans les chambres, ont passé toutes les chambres. Même ils nous ont salués à l'entrée. Et puis, les Français ont continué à nous soigner. Même qu'après, quand ils ont été arrivés, les Allemands, on entendait le canon qui pétait dans la cour. Là. Alors ça faisait du bruit. Là, ils nous ont dit qu'il ne faut pas avoir peur, que c'était les Allemands qui tiraient sur les Français plus loin. Et là, j'y suis resté. Ils m'ont soigné là pendant 1 mois, je suis resté là. Puis après, ils nous ont emmenés à Gérardmer. Mais là, on était bien encore à Bussan, là, on était bien soignés. Mais à Gérardmer, c'était la caserne qui avait transformé un peu en hôpital. Continuait à nous faire des soins, mais c'est tout. Et on n'avait pas beaucoup à manger, là. Et au bout d'1 mois, c'était au mois d'août, ils ont passé dans les chambres, demandé ceux qui voulaient sortir pour être libérés, en vue de libération, ils nous ont dit. Alors moi j'ai ceux qui étaient volontaires, ainsi que les infirmiers qui étaient volontaires en vue de libération. Moi j'ai dit, j'avais un pansement dans le dos, mais je me promenais, tout ça, j'ai dit, je me soignerais bien chez moi. Alors je suis porté volontaire. Quelques temps après, des camions sont venus nous chercher, tout de suite après, et ils nous ont amenés à Épinal, dans une caserne. C'était la caserne, là. Alors les Allemands la gardaient, il y avait des mitrailleuses piquées dans tous les sens des allées. Et puis aller dans la caserne, là. Et puis on avait la dysenterie, tous. Et puis on n'avait rien à manger, ils nous donnaient une cuillère de blé. Alors s'ils ne prenaient pas bien le fond, tu n'avais rien que l'eau. Il n'y avait plus rien à manger, hein, on était complètement affaiblis. On est resté là 3 ou 4 jours. Oh oui, mais largement, même peut-être 1 semaine qu'on est resté. Et puis un jour, ils nous ont rassemblés tous. Et la nuit, on ne pouvait même pas sortir, parce que dans les vieilles casernes, là, les WC étaient dehors. Il fallait sortir de la caserne, descendre des étages. Alors la nuit, si ils te voyaient, ils te tiraient dessus. Par les fenêtres, il ne fallait pas sortir à la fenêtre, ni bouger la nuit. Hein. Ils tiraient dessus, les mitrailleuses étaient braquées dans les allées. Alors on faisait nos besoins dans le couloir, comme ça, de la caserne. Je me rappelle quand je descendais, j'étais complètement à bout parce que j'étais au 2e, j'étais obligé de m'arrêter au 1er pour finir d'arriver. Et puis au bout de 3 ou 4 jours, ils nous ont rassemblés là, un officier qui parlait allemand, là, qui parlait bien français. Il nous dit, vous allez partir dans un beau pays qui est le mien. Alors, nous avons inventé un peu tout pour aller travailler, tout ça. On était presque contents de partir, parce qu'on crevait de faim là-dedans. Alors, un jour, ils nous ont embarqués, le matin de bonne heure. Ils nous ont embarqués le matin de bonne heure avant le jour, parce que pour pas que les gens nous voient, parce que ça manifestait le long. D'ailleurs, ils nous gardaient avec des chevaux autour, et puis quand les gens s'approchaient pour nous donner quelque chose, ils leur faisaient lever le cul après les gens. Alors on a embarqué, il n'était pas jour encore, ils nous ont mis dans des wagons, mais alors là, des wagons de marchandises, mais alors serrés, hein. C'était pas... D'ailleurs, quand on était couché, on ne pouvait pas se coucher à plat, autrement on ne rentrait pas tous, il fallait se coucher sur le côté. Et on est resté là toute la journée. Ils nous ont donné une boule de pain et une boîte de singe là, pour 10. Et une boule de pain comme ça. Alors nous, on avait faim, on a mangé la boule de pain. C'était pour le voyage. Et on est resté déjà toute la journée. Jusqu'au soir, on a démarré que le soir à la nuit, le train. Toute la journée dans la gare. Là. Et après, on a roulé toute la nuit. Le lendemain, toute la journée. On a repassé encore la nuit dans les wagons, mais on ne roulait pas tout le temps parce qu'ils s'arrêtaient dans les voies de garage, on laissait passer la troupe, tout ça. Alors, on a mis les 3 jours et 2 nuits. Et le lendemain matin, on est arrivé au Stalag 17A en Autriche.
c'était affaibli, il y avait quelques kilomètres à faire pour y aller, on s'est traîné jusqu'à là. Alors là, ils nous ont donné une gamelle, je me rappelle, c'était une gamelle polonaise qui sont plus grandes que les nôtres, pleine avec des pommes de terre et de la viande qu'il y avait dedans. Mais on avait tellement faim que tout, pas moyen de l'avaler. On a mangé peut-être quelques cuillerées et puis rien à faire. On ne pouvait plus manger. Alors on l'a emporté dans notre baraque. On l'a mangé après froid, comme ça tout doucement, mais on ne pouvait plus manger. Alors là, ça a été là. On était des milliers là après le camp de Stalag. Des milliers là-dedans. Alors, pour faire les besoins, il y avait des tranchées, dehors, il n'y avait rien, et puis rien à manger presque. Hein. Donner des fois, avec les épluchures, des pommes de terre qui étaient cuites à l'eau, comme ça, dans l'eau, et alors quand la pure s'en va, c'est même pas facile à avaler, hein, même quand tu as faim. Et là, j'y suis bien resté 8 jours. Hein. Alors, j'avais passé une visite, comme je n'étais pas guéri. J'étais inapte au travail pendant 3 mois. On m'avait mis inapte. Je m'a resté 3 mois là-dedans. Et puis il y a les paillasses, il y avait de la vermine, de tout, des poules, des puces. C'était pas tenable. Hein. Alors, un jour, ils ont demandé, pareil, s'il y avait des volontaires pour aller au travail. Et on entendait dire, nous, des gars qui revenaient, qui étaient malades, qui revenaient, qui avaient travaillé en Autriche, qu'ils étaient bien, qu'ils avaient à manger et tout. Ils ont demandé des volontaires. Moi j'ai dit, volontaire pour sortir de là. J'ai peut-être bien fait parce que je serais peut-être resté. Et alors là, ils nous ont mis en des groupes avec des gars qui travaillaient pour le bâtiment. Il y avait des maçons, des charpentiers, tout. Moi j'étais bien porté cultivateur pour essayer d'aller dans une ferme. C'est ceux-là qui ont été les plus heureux dans l'ensemble. Mais il fallait des manœuvres, alors ils ont mis des cultivateurs comme manœuvres. Et voilà qu'on part par le train, mais on a roulé loin du Stalag. Hein. Et on arrive dans des baraquements tout neufs, là, c'était pas mal. On était 200, là, ils avaient 200 ensemble. Et il y avait 2 baraques, on était chacun ensemble dans une baraque. Et puis on a attaqué le travail, on faisait des tranchées, ils faisaient un camp, un genre de camp, et alors on faisait des tranchées pour les tuyaux, les égouts, tout ça. Et puis on était nourris avec les civils, parce qu'il y a des civils qu'on appelle les clochards là-bas, ils les font travailler, ils les logent et puis ils les payent un peu. Il n'y a pas de clochards chez eux à cette époque-là. Alors, alors là, on mangeait à la cuisine, pas à la cuisine, on allait chercher les machins, là d'ailleurs, je l'ai là, je crois. C'est bon, j'en ai fait. Vous allez faire tout après? Oui. On allait chercher notre manger aux cuisines. Et puis là, les Autrichiens, on était bien vus hein, avec eux. Là. Les Français, ils aimaient beaucoup là, les Autrichiens. Et ils nous donnaient ces gamelles. On ne pouvait même pas tout manger. On les foutait dans les chiottes pour ne pas faire voir qu'on ne finissait pas, parce qu'ils nous en donnaient moins peut-être après. Alors il y avait de la viande, mais c'était vraiment bon. Le matin, on avait le petit déjeuner et tout. Et puis on partait travailler dans les firmes, encore les chefs de chantier nous donnaient encore une boule de pain, 4-5, et un petit paquet de cigarettes de 5, le jour que tu travaillais. Mais ça allait, mais quand il commençait à faire froid, hein, c'était l'hiver qui était là, et on n'était pas habillés. Alors, et puis on ne correspondait pas avec la famille, hein, rien. On avait bien envoyé des lettres, mais ça ne revenait pas, on était au courant de rien. Alors, on était sur le chantier, le bâtiment était froid, on avait notre capote, toujours, et puis l'habit militaire, mais ça ne suffisait pas. Alors, avec les sacs de ciment, on faisait beaucoup de ciment, on faisait un trou en haut, et pour les manches, et on s'enfilait là, ça faisait comme un pull vert. Même ça garantit beaucoup, hein, parce que le vent ne te passe pas à travers. Il y en a qui mettent des journaux dans le dos, tout ça.
Et là, on y est resté jusqu'au mois de décembre. Et après, là, qu'il s'est mis à neiger, et il y en avait comme ça. Alors, arrêt, les chantiers, on ne pouvait plus aller travailler. On est resté 3 mois à jouer aux cartes et rester dans les baraques. Et on allait juste sortir pour aller chercher le manger. Et puis, on en avait assez. Même la nuit, il y avait du feu dans les baraques, parce que au charbon, là, il y a des poêles, parce que les conduites d'eau auraient éclaté, il fallait faire du feu. Même les sentinelles, parce qu'il y avait les sentinelles qui nous gardaient, on était dans les barbelés. La nuit, ils venaient nous faire du feu, et puis chauffer en même temps. Alors, ils ne laissaient pas éteindre les poêles. Hein. Alors, on avait chaud là-dedans. Si bien que le matin, tout notre travail qu'on avait à faire, c'était de descendre les chandelles, parce que ça faisait fondre la neige avec la chaleur. Alors, ça faisait des grosses chandelles, que ça se gelait. Ça nous bouchait nos petites fenêtres, là. On ne voyait plus rien. Alors, on allait casser les machines pour les faire tomber. Et on est resté 3 mois comme ça. Il y avait un camp de prisonniers des Russes et puis des Espagnols, tout ça. Ils crevaient de faim à côté là-bas. Et nous, on ne pouvait pas leur donner de manger d'ailleurs. Ils venaient même nous faire les chemins de la neige jusqu'à devant chez nous là. Mais nous, pas du tout. On ne sait rien. Si bien qu'il y avait les copains des autres baraques, quand on est ressorti au printemps, on ne se reconnaissait plus. Tellement qu'on avait grossi. On avait grossi là. Et puis on est retourné travailler comme ça, enfin là ça allait. Et puis il n'y avait pas d'alerte, ni bombardement, rien. Hein. Mais qu'on est resté qu'1 an, et puis un an ils nous ont embarqués en Rhénanie. C'était pas pareil là. En Rhénanie pour réparer derrière les bombardements. Parce que oui, ils commençaient à être bombardés là-bas, la Rhénanie. Alors là, ça a changé, hein. C'était le rutabaga. Il n'y avait même pas de pommes de terre, hein. C'était des rutabagas et puis la boule à 5 avec un bout de margarine pour le lendemain. Et on y est resté 3 ans au moins. Oh oui, 41, 42, 43, 44, oui, 3 ans, on a dû rester à Krefeld là. Alors on travaillait pour renforcer les caves, parce qu'ils faisaient les caves, ils les faisaient communiquer, c'est dans les immeubles en ville. Ils faisaient des trous pour sortir, qui allaient sortir au coin de la rue. Alors en cas qu'ils soient enfermés, ils mettaient qu'une séparation en plâtre. Ils pouvaient écraser, puis aller chez le voisin, et puis aller sortir au bout de la rue. Parce que c'était bombardé sans arrêt. Hein. Toutes les nuits, on avait alerte. Il fallait aller dans les abris. Les abris qui étaient des chevrons avec un peu de terre dessus. C'était pas grand-chose, mais enfin, ils nous sortaient des baraques. Parce que comme ils envoyaient beaucoup de bombes incendiaires, on risquait de brûler dans les baraques. On a vu Krefeld, là, ils nous l'ont bombardé une fois complètement, mais heureusement, ils se sont trompés, certainement, c'était les Anglais qui bombardaient la nuit. Alors ils ont pris au moins 3 km avant dans les terres, avant la ville. Et nous, on était au nord de la ville. Alors ils ont bombardé toute une partie de la ville, mais heureusement qu'ils avaient commencé là-bas, autrement nous, on aurait été écrasés complètement. Et puis alors tous les jours, on voyait Düsseldorf, Cologne bombardée. On a eu descendre des avions là, américains, là, des Anglais qui descendaient. Ils les prenaient dans les phares, on les voyait briller là-dedans, et puis il y avait de la DCA de tous les côtés. Hop, on a eu des fois des dizaines qu'on voyait le soir descendre. Parce qu'ils en ont eu de la perte. Hein. C'était les Anglais la nuit. Et les Américains, eux, ils bombardaient la journée. C'était la journée. Et alors là, on a passé des années comme ça. L'hiver, on allait casser la glace dans les rues parce qu'il faisait froid hein, là-bas. C'est froid. Et puis on a travaillé comme ça pendant les 3 années. Puis la dernière année... Tu as des anecdotes là-dessus, non? Sur ces 3 années, un peu plus? Tu peux pas un peu plus... C'est là que par exemple, tu t'enfermais dans la bétonneuse pour... Ah oui, moi j'avais Tu m'as raconté aussi l'avion qui s'était écrasé avec les Américains, tout ça. Oui, mais c'est un peu plus tard. Ah, c'est un peu plus tard, oui. Justement, après ces 3 ans de Krefeld,
on est parti à Brunswick. C'était une usine là-bas, une fonderie. Mais nous, c'était pour les réparations après les bombardements. Alors, c'est là que... Non, mais c'était à Krefeld là que j'avais passé spécialiste. Moi, j'étais à la bétonneuse. J'ai marché la bétonnière. Alors les gars me l'ont chargé, et puis là, moi j'avais juste à lever et puis la refaire. Ça n'allait pas trop vite là. Oui, alors quand il y avait des wagons de ciment qui arrivaient, il fallait que tout ça aille charger. Avec moi, spécialiste, je restais dans ma bétonnière. Quand je voyais arriver le chef, je tapais dessus pour nettoyer la machine. Et ou alors, je me couchais dedans, mettais les pieds dans le bol, et puis la tête dans, tu sais, le truc qui met le sable. Et puis je dormais là-dedans. Mais j'avais la clé, heureusement, parce que si quelqu'un l'avait mis en route, je me faisais écraser. Mais c'était des boîtes électriques, c'est marché à l'électricité. Alors ça faisait un coffre, j'avais la clé, moi. Alors il ne me voyait pas, il passait en dessous même, le chef là, il ne savait pas. Puis n'importe comment, il ne s'occupait pas de moi, j'étais spécialiste, je devais m'occuper de la bétonnière. Alors quand il n'y avait pas rien à faire, je tapais de temps en temps, je vais faire tomber la saleté. Là j'étais bien là, j'ai passé un moment quand j'étais tranquille. Vous recevez des colis là ou... Ah oui, là, on recevait des colis de la Croix-Rouge, beaucoup. La Croix-Rouge, les Américains, il y avait des beaux colis, tous les mois on avait un colis, chacun. Et alors, on partageait nos colis. Moi, on était 3, on faisait notre popote ensemble, parce qu'on faisait un peu de popote le soir, avec nos colis, tout ça. Parce que quand les colis arrivaient, ils les ouvraient devant nous. Et puis on avait un magasin, les boîtes de conserve, si tu ne voulais pas les prendre toutes ensemble, tu avais ton casier, et on les mettait dedans. Bon, on ne pouvait pas manger tout d'un seul coup. Alors on prenait ce qu'on voulait, et tous les jours, le soir, quand on rentrait du travail, ils ouvraient le magasin et puis ils distribuaient tes affaires que tu voulais. Alors les boîtes de conserve, ils donnaient un coup de poinçon pour le percer. Ils ne pouvaient pas le garder, parce qu'il y en a qui auraient gardé les livres pour s'évader. Alors ils ne donnaient pas tout. Et puis on avait les colis de chez nous, là, ils nous envoyaient. Moi j'en recevais de Cormeil, là, j'avais une tante qui s'était fait inscrire là-bas, j'avais mon colis tous les mois, et puis à Chavoche aussi, elle m'en envoyait. Hein. Alors on mélangeait tout, nous trois. Tu comprends, quand on ouvrait une boîte, au lieu d'ouvrir une boîte chacun, on n'en ouvrait qu'une, on a mangé nous trois le soir. Alors on arrivait à avoir toujours quelque chose en supplément à manger. Heureusement, ça nous arrangeait bien ça. Alors à trois comme ça, on faisait un peu de trafic, des fois avec les civils, parce qu'on travaillait avec des civils. On leur donnait du café du pain, pour les tickets de pain, tout un tas de trafic qui se faisait un peu. Les cigarettes, moi je fumais plus à l'époque, je donnais mes cigarettes, je les vendais aux civils pour avoir autre chose. Alors on arrivait à avoir toujours quelque chose en plus. Et c'est au bout de ces 3 ans, là, on est parti alors à Brunswick, c'était une usine, une fonderie là, pour les réparations. Alors là, il y avait des déportés à côté de nous, c'était pas beau à voir. Hein. Enfin, nous, on était quand même mieux traités comme prisonniers de guerre, on était toujours mieux traités que les autres. Et c'est là que, quand il y avait des alertes, ça a été souvent, hein, il y avait alerte d'ailleurs, ils nous entouraient de fumée. Toute l'usine, ils allumaient des trucs qui fumaient tout autour. Alors l'usine se trouvait dans un brouillard pour pas qu'ils nous voient. Alors nous, on prenait la nature. Et un jour, un avion américain qui est tombé en plein sur nous, là. On l'a vu éclater là-haut, parce que la DC a tiré dessus. Oh là là, on le voyait descendre, les types là, pouf, par terre. Et puis la carlingue est arrivée bien après. Bon, elle n'a pas descendu si vite. Les moteurs s'étaient détachés. Ils sont descendus vite.
Mais la carlingue, culbutée, a mis longtemps. Et les types, il y en avait même un qui est tombé à côté de nous, un moteur, et le gars était dedans, il était là avec la mitrailleuse. Ils avaient leur place là, contre le moteur, là, je sais pas, tout le côté là, il n'est pas ce qui est tombé. On voulait même le tirer, que nous sentions dit de ne pas y toucher. Des fois, ils avaient les pieds attachés après le tir, pour tirer avec les pieds. Et il a brûlé là, mais d'ailleurs ils étaient tout petits une fois par terre, tout noirs, tout petits. Il y en a qu'un qui est arrivé en parachute. Et puis aussitôt par terre, il s'est détaché, puis il est venu à nous, comme ça. Il croyait que c'était les Allemands. Alors quand on a vu que c'était les Français, les prisonniers, il parlait français un peu. Il nous a demandé s'il pouvait avoir un docteur, parce qu'il avait plein d'éclats d'obus dans les jambes, tout ça. Même il nous a sorti des plaques de chocolat, il a des poches là, tu sais, machin américain. Il nous a même donné du chocolat là. Et puis après ils l'ont embarqué. Alors tu vois comment c'est la guerre. Après ils les ont rassemblés là dans le champ, ils étaient 9, il nous a dit le gars, dedans. Il a demandé si on avait vu ses copains, tout ça. Il n'a pas dit, mais on a vu que lui qui était descendu en parachute. Les autres étaient là-bas. Ils les ont rassemblés dans le champ, là-bas, à côté des débris. Et le soir, il y a une compagnie des Allemands, là, ils sont venus en armes. Et ils sont venus leur rendre les honneurs. C'est bien bizarre la guerre. Hein? Il les tue, après il leur rend des honneurs. Mais le pire, là, quand j'étais à cette usine, là, avant la débâcle, pour eux, c'était un jour qu'il y a eu une alerte, on était dans les baraques. Nous. Ça devait être un dimanche ou un samedi qu'on ne travaillait pas. On était tous dans les baraques. Là. Alors ils nous criaient alerte, alerte. On y était tellement habitués qu'on ne bougeait pas. Hein. On avait toujours le temps. Oh, tout d'un coup, les bombes sont mis à tomber. Moi, il y en est tombé une. Il y avait ma baraque là, où je couchais là, où on couchait, puis j'étais pas tout seul. Et l'autre à côté, baraque, c'était le cordonnier, qui avait son atelier là, pour nous. Alors, il en est tombé une là, j'étais encore dans la baraque, ça fait un déplacement d'air, elle n'a pas éclaté. Parce que si elle a éclaté, hein, je ne sais pas là. Elle est tombée à l'envers. Et elle n'a pas éclaté. Alors hop, on a couru dans les abris à ce moment-là, mais les abris c'était une tranchée avec des chevrons, et puis ça de terre peut-être. Il en est tombé 5 dans le camp, dans nos baraquements, 5 bombes comme ça. Quand je suis ressorti là-dedans, je voyais les chevrons faire comme ça, et puis ça redressait. Quand je suis ressorti, j'ai vu un entonnoir, je t'aurais mis la maison, hein, aussi profond que ça. Un entonnoir, ça s'arrêtait à nos chevrons. Là. D'ailleurs, je crois qu'il y en avait de cassés, même des chevrons. Ça avait poussé. Et nous, on était restés là. Il y en a d'autres qui foutaient le camp dehors, par la porte, parce que les sentinelles n'étaient pas là, hein, pour t'arrêter. Ils sont sortis par la porte, il en tombe une, pareil, juste à l'entrée, encore un entonnoir comme ça. Il en est tombé 5, il n'y a pas eu un blessé. Même pas un blessé. Il en est tombé 5 dans notre camp. On était loin de l'usine, hein, mais c'était pas précis, hein, leur tir. C'est souvent qu'on voyait les tirs loin, dans les champs ou ailleurs, hein, ils ne pouvaient pas descendre assez. Et ça, c'est démoralisant. Hein. Ça, c'est pire que l'artillerie. Hein. On a peur. Hein. Je vois dans les tranchées, les gars, il y en a qui se couchaient par terre. Moi, je restais debout parce que je disais, je vais être enterré si ça tombe. Et je sentais trembler les gens sur les pieds. Parce que les bombes, tu les entends descendre. Et puis le bruit des avions, ils descendent et remontent. C'était démoralisant, c'est terrible ça, l'aviation. Là, tu as peur. Hein. Plus que l'artillerie. L'artillerie, hop, tu as la machine qui éclate, et puis après, c'est pas pareil, tandis que là, c'est tout ce bruit. Hein.
Et puis là, je suis resté jusqu'à la fin, attends voir, c'était au printemps 45. Là, c'est quand que tu as vu des déportés? C'était avant? Avant, oui, je voyais dans les camps là. D'ailleurs, nous, quand on les croisait, les déportés, ils allaient au boulot aussi, à leur tenue. Ben, si on se croisait, ils nous faisaient passer dans les champs pour pas qu'on passe à ras d'eux, pour pas leur donner quelque chose ou rien. Et puis alors, il y en avait derrière avec un bancard qui en emmenait, qui tombait. Au début, on était à côté d'un camp, on avait jeté du pain comme ça. Mais alors, j'y battais pour l'avoir, je battais. Alors, on a reçu l'ordre que si on continuait, qu'ils nous tiraient dessus. Alors, j'en ai vu un matin, il était pendu après les fils parce que leur barbelé était électrifié. Et bien, il était pendu là, tout noir, là. Il était collé après les fils. On les a vus, les déportés. Nous, à côté, on était quand même mieux traités, prisonniers de guerre. Et puis là, en 1945, c'était déjà la débâcle, là. Les Américains les poursuivaient, les Russes de l'autre côté. Alors, ils nous ont évacués, avant que les Américains arrivent. Comme ça, sur les routes, même des endroits, ils ont pris des tracteurs avec des remorques pour nous emmener. Je ne sais pas où ils voulaient nous emmener. On avait une roulante derrière pour nous manger. Et puis arrivé pas loin de Magdebourg, c'était là, on entendait le canon, les Russes qui tiraient le canon là, et les Américains de l'autre côté. Alors, il n'y a plus moyen d'aller plus loin. Alors on est resté dans une ferme, on couchait dans la paille là. Et on est resté quelques jours, on ne pouvait plus avancer, et puis on voyait passer les Allemands comme nous en 40, qui foutaient le camp. Alors on est resté là, nos sentinelles étaient avec nous. Ils étaient avec nous, les sentinelles, là, on avait une dizaine peut-être. Et le vendredi, c'était le vendredi 13 avril. Le matin, là qu'une jeep arrive d'Américains là. Et alors on voyait toutes les fenêtres, ils sortaient des drapeaux blancs, les Allemands, tout ça. Ils s'amènent dans notre camp. Ils n'étaient pas nombreux. Dans la jeep, il y en avait un derrière avec le fusil, puis le conducteur. Alors nos sentinelles se sont rendues tout de suite. Alors ils ont pris les sentinelles et ils ont mis sur le capot. C'est plat. Ils étaient tous à plat sur le capot. Et puis voilà qu'ils démarrent. Ils les emmènent. Et nous, on ne savait pas quoi faire. Après, il est passé un officier allemand, un français qui était avec les Américains. Il nous dit, vous restez là. N'allez pas sur les routes, n'essayez pas de nous en aller. Vous restez là, on viendra vous chercher. Ne sortez pas surtout. Faites que l'homme de confiance fasse des bons au maire de petit pays là, et qu'il fasse des bons pour un veau, un cochon, pour nous ravitailler. Et c'est ce qu'il faisait. Et puis on avait à manger. Il y avait les Polonais, tout ça, qui s'étaient échappés. Là. Ils allaient piller dans les maisons et tout. Nous, on n'avait pas besoin d'aller piller, ils nous l'apportaient après. Pour une cigarette ou un chocolat, ils nous l'apportaient. Moi, à ce moment-là, j'avais repris mon métier, là. Je plumais la volaille et puis je leur faisais à manger. Mais on mangeait trop. D'ailleurs, j'ai été malade. Moi, un jour, j'ai cru qu'on crevait tellement qu'on avait mangé d'un seul coup. On n'était pas habitué à ça. Et on est bien resté 8 jours comme ça. On se promenait dans les bois partout. Et puis on ne voyait plus rien. On avait passé les Américains ce jour-là, avec les chars, tout, en pagaille. Mais plus personne. Si bien qu'on faisait des prisonniers. Il y avait des Allemands qui fuyaient. On les ramassait dans notre truc. Et on avait les fusils de nos sentinelles. Ils étaient partis comme ça. Ils nous avaient laissé tous les fusils. Alors, même on montait la garde, la nuit, chacun son tour, pour garder ses prisonniers, ces Allemands.
Et puis au bout de quelques jours, ils ont passé, les Américains, il y avait un Français qui parlait là, en même temps. Alors on était fiers d'avoir fait les prisonniers. Dit, laissez-les partir, qu'est-ce que vous voulez en faire? Laissez-les partir. Ils ne voulaient pas s'embêter avec ça. Et on les a relâchés. On a monté la garde et tout pour rien. Et puis au bout de 8 jours, il s'est amené des camions américains avec, c'était des Noirs qui conduisaient, rien que des Noirs. Oh, c'est une dizaine de camions qui sont arrivés là pour nous chercher. On s'y attendait même plus. À ce moment-là, il y avait des gars dans la nature qui allaient à la chasse, là-bas, pour les coller, tout ça. Ils ont attendu. On a bien attendu 2-3 heures pour ramasser tout le monde. Et puis voilà qu'ils nous embarquent en camion jusqu'à Hanovre, au camp d'aviation d'Hanovre. Et puis sur l'autoroute, je dis, ça traçait hein, les camions là. Les Noirs, eux, c'est des drôles de pilotes. Hein. On ne s'y fie pas tellement, à toute vitesse. Hein. Et arrivé là-bas au camp d'Hanovre, il y avait beaucoup de troupes, alors ils nous mettaient par 26, des groupes de 26, et puis des numéros. Et puis on est bien resté encore 2-3 jours là, parce qu'ils venaient des avions, ils venaient de France, ils amenaient des jerrycans d'essence. Et puis en repartant, ils emmenaient 26 prisonniers. Alors il fallait attendre, il y a des jours il n'en arrivait pas, ou presque pas. On voyait quand il n'y avait rien, et puis à mesure qu'on était numéroté, c'était ce groupe-là qui partait. Oh, puis un matin, il s'est amené tout plein d'avions, on les voyait descendre, tout plein, ils descendaient. Il y a eu droit, nous, dans l'avion, là. Ils nous ont ramenés jusqu'au Bourget. Mais quand on était avec les Américains, là, alors on touchait la boîte comme eux, la troupe là-bas, une boîte, il y a tout dedans. Jusqu'à des cachets pour mettre dans l'eau, des cigarettes, du papier hygiénique, tu ouvres ta boîte et puis à manger dedans, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et eux, c'est comme ça leur ration. C'était des rations, alors on nous donnait ça. Ils nous faisaient du cinéma le soir. Et voilà, en attendant. Mais la guerre n'était pas finie, après on est parti en avion, mais je pensais, si on était bombardé, c'était le 27 avril, la guerre a fini que le 8 mai. Et je suis arrivé le 1er mai à Paris, il y avait de la neige comme ça, 1er mai, je me rappellerai. Hein. Puis je suis monté en Corrèze. Je suis resté quelques jours là-bas, et puis après j'ai repris le travail à Paris, rue Cadet, là-bas. J'ai mon beau-frère, là. On faisait des répartitions quand il y avait de la marchandise. Tu sais passé comment tes retrouvailles? Je veux dire, quand tu es revenu en Corrèze, tout le monde t'attendait Eh oui, Lino, la Loisin, était venu avec sa camionnette me chercher à la gare. Parce qu'en route, on pouvait le signaler, ils envoyaient des télégrammes qu'on arrivait. Et puis on nous donnait à manger, tout ça, des sandwichs, on avait été. Mais oui. Moi j'étais resté 2-3 jours chez ma soeur là à Paris avant de partir. Et puis voilà. Voilà, j'ai terminé, et puis la démobilisation, ils ont compté que j'avais fait 8 ans, 3 mois et 8 jours, tout compris, le service militaire. Et j'ai touché 1000 francs, ils donnaient 1000 francs. À l'époque, c'était les anciens francs, tu sais, 1000 francs d'anciens, puisque c'était pas un nouveau franc à l'époque. Toucher ça et puis c'est tout. Après on a touché un costume, je crois. Et moi j'avais plus rien, puisque mon frère avait usé mes habits, qui étaient restés, lui il avait grandi, au vert là, et ben, il m'avait usé tous mes habits, je n'avais plus rien. Et oui. Alors, je n'ai pas resté longtemps comme ça. Après j'étais au Cadet là-bas, chez mon beau-frère.
Là, j'avais à manger, mais j'avais même pas, parce qu'on avait les tickets encore à l'époque. Mais nous, les prisonniers, nous avaient donné double ration. Mais j'en avais même pas besoin, parce que Pierre était dans le commerce, là, et ils avaient à manger. Et puis j'avais fait une demande pour entrer à la poste. Au poste. Alors on était prioritaire pour y rentrer. Alors j'ai passé tous les examens, tout. Et je suis resté. Attends, j'ai passé les examens, tout ça. Bon, enfin partout j'ai été accepté. Et puis un jour, dans une convocation, comme quoi je prenais mon service le lendemain, au Bourget. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient me faire faire. Envoyé au Bourget. Alors je demande les tarifs. Les tarifs, comme célibataire, tout ça, je n'étais pas marié encore. Alors, ils me font voir, je gagnais 4500 par mois. 4500. Toujours ancien, puis il n'y a pas les nouveaux là. Alors 4500, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je prenne une chambre, que je me nourrisse. Alors j'avais mon beau-frère là, il m'avait embauché, il me donnait 6000 francs par mois, et nourri, et logé même. Oh là là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Je viens de crever de faim pendant 5 ans, là je suis obligé de recommencer. Comment veux-tu que je fasse? Payer un loyer, et puis après ça a augmenté tout. Et je faisais, chez mon beau-frère, je faisais 6000 qu'il me donnait, mais je faisais des pourboires. Parce que je remontais des halles avec un diable à main. Il y avait des gens au fond de la rue qui me donnaient la pièce 5 francs pour mettre un poulet de côté, tout ça. Alors je faisais des pourboires, je me faisais largement mes 10 000 là, à l'époque. Mais c'était beau, hein, et nourri. Alors c'est pour ça que j'ai abandonné. Je n'ai pas été. Et je me suis mis là. Voilà, le plus gros là. Et on en passe en travers. Tiens, je ne sais plus, je ne fais pas grand chose comme photo. Parce que. Tiens, avec mon copain. C'est lui là, mon copain. Et là, c'est dans nos baraques, là, on était un topo. Ah tiens, c'est marqué derrière. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Souvenir d'Autriche. D'Autriche? Ah, c'est en Autriche, là. Ouais. Ah, oui. Madame Adrien G. 16 rue, la part de Expédition, via Landré. Ah oui. C'est toi qui l'as envoyé. Je l'avais envoyé. Numéro 87 513, Talag 17A, Deutschland, Allemagne. Ah oui, je finissais par 13, bon, machin, je ne m'en rappelle plus. 87 513, ah oui. Ah oui, je l'avais envoyé, c'est ma soeur qui me l'a redonné. Et oui, tu vois, il y a la censure là, cachée. Comme j'ai Adrien, diffuse comme un Bicêtre, oui, je l'ai envoyé là-bas. Ah oui, là, on était tout notre groupe là, c'est vrai, c'était les baraques là. Mais elles étaient toutes neuves, nos baraques là. Oui. Mon copain là que je suis photographié à côté, c'est celui-là. Mais c'est pas grave, hein, à l'époque. Ça c'était après qu'ils nous faisaient du théâtre. Dans les 3 ans, après ça s'était organisé, tu vois. Orchestre de la troupe Chasse-Cafard, on l'appelait. Sous la direction de Romain, un gars de Toulouse. Là, il y avait un Belge qui était avec nous, là, il joue l'accordéon. Oh, c'est lui qui m'a fait peur une fois. Je travaillais sur un chantier, on faisait un blocos, mais à 6 étages, hein. Mais tout autour, on faisait des murs de
plusieurs mètres en béton. Et j'étais sur l'échafaudage, il m'attrape et puis il me pend de l'autre côté. Là. Je voyais les maisons toutes petites en bas. J'étais au 6e étage, en dehors, là, sur l'échafaudage. Il m'avait attrapé, lui, le belge, là. Même les autres l'ont engueulé parce qu'il m'a échappé. C'est sûr que je fermais les yeux après moi, hein, pour rigoler. Oui, je me rappelle de ça. L'ambiance était bonne, sinon il n'y avait pas trop de bagarres, de Oh non, oh non. Non, parce qu'on était tous pareils. Hein. Oui, pour manger, je sais pas où. Non, il fallait faire la queue chacun. C'était le chef l'homme de confiance de chaque baraque. Il y a un homme de confiance. Alors, c'est lui qui partageait le pain. Il y avait un maître, c'était des pains carrés comme ça. Alors, il y en avait pour 5. C'est bien que des fois, quand on partait, qu'on rencontrait d'autres copains, d'autres Français, tout ça, on faisait ça, victoire. Et alors un jour, les Allemands m'ont demandé qu'est-ce que ça voulait dire ça. Alors on a dit un brut Zweimann, un pain de hommes, on voulait. Ouais. Et on avait un Autrichien là, qui nous gardait à la fin, là, il était sous-off. Il a été chic avec nous, formidable. Parce que les gars qui voulaient s'évader, ils étaient embêtés, eux. Il y en a qui s'évadaient sur les chantiers. Parce que sur les chantiers, on avait 2 sentinelles, toujours pour une 10, qui nous gardaient toute la journée. Alors il y en a beaucoup qui s'évadaient de là. C'était là le plus facile. Mais lui, là, personne ne s'est évadé, ce sous-off, là. Il le savait. La veille, il leur venait serrer la main et puis leur dire bonne chance. Il le savait. Quand on rentrait au camp, on était fouillés des fois, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir des marques de ville. On avait des marques de camp, c'était des bouts de papier, nous, qui nous donnaient, parce qu'on était payé un peu, mais c'était des marques, c'était pas de l'argent normal. Alors tout le monde arrivait à avoir, en faisant des échanges avec les civils, il y en a qui avaient toujours un peu d'argent. Alors on n'avait pas le droit de l'avoir. Mais ils savaient quand il y aurait une foule ce soir en rentrant. Ils prenaient l'argent, ils donnaient l'argent, et puis quand la fouille était finie, le soir, ils leur donnaient aux gars. Oh, c'était chouette. Quand on était prisonnier libéré, on lui avait dit qu'il avait qu'à s'habiller avec nous, et il n'a pas voulu. Enfin, il est parti comme ça. On l'appelait Nez Noir parce qu'il avait fait la Russie et puis il avait la poudre. Ça avait noirci toute la figure. Là. Mais qu'est-ce qui a été chic avec nous? C'est sûr qu'il risquait gros, lui, pourtant. C'était bien le seul qu'on a eu comme ça. Mais c'était un Autrichien. Et on avait, dans nos baraques, là, que je suis resté 3 ans, on couchait sur la planche, carrément. Au début, ils avaient mis des paillasses, des machins avec la paille. C'était plein de puces, des grosses puces. Des fois, quand il faisait froid, comme ça, on mettait nos couvertures dehors, et puis des cinquantaines de puces qu'il y avait, mais des grosses puces. Alors on était piqués partout. Puis il y a des poux, mais moi, je n'avais jamais eu de poux, je ne sais pas pourquoi. Qui prenaient pas dans les. J'ai couché sur les paillasses au stalag, c'était plein de poux. Mais les puces, hein. Alors on avait enlevé ces paillasses, vidé, fait brûler dans la cour, et puis on couchait sur la planche. Mais je sais pas ce qui nous privait le plus, hein. On s'y habitue, hein. Sur la planche, ça ne nous gênait pas, on mettait nos couvertures dessus, parce qu'on n'avait pas de drap, hein. On n'a jamais eu de drap pendant 5 ans. Avec nos couvertures et puis nos habits dessus. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, même quand pendant la guerre, quand on couchait dans les granges ou dehors, il faut se déshabiller le plus possible et mettre tes habits sur toi. Ça tient bien plus chaud que si tu restes habillé, là, on se gèle.
On a bien vu des durs. Non. Puis ça a été long. Hein. Quand je vois les prisonniers maintenant là, qui ne sont pas privés de rien, et voir leur famille et tout, pendant 5 ans on ne voit personne. Hein. Et les lettres, on n'en avait pas beaucoup parce qu'on touchait une lettre et puis une carte par mois. Il fallait l'envoyer à la famille pour qu'ils puissent t'écrire. Les autres ne pouvaient pas t'écrire. Hein. Pour qu'ils puissent t'écrire. Pour les colis, c'était pareil. On touchait des étiquettes. Il fallait les envoyer pour qu'ils puissent t'envoyer un colis. Non. Et puis, on ne pouvait pas rien mettre. Hein. Moi, tout ce qui s'était passé là en Corrèze, que mon père a été... Il y en a qui ont été tués là. Moi, je ne savais rien du tout. Je ne peux pas le mettre. C'était tout censuré. Oh, je faisais bien avoir parce qu'il y en a qui arrivaient à passer dans les colis. Moi, mon copain là, il recevait des noix. Un paquet de noix. Il y en avait une, il y avait une lettre dedans qui était recollée dans les noix. Et puis une lettre bien pliée, ça faisait une grande lettre. Hein. Alors là, il racontait un peu tout, ses parents. Dans les noix. Il était du lot, lui. Et puis je l'ai perdu de vue maintenant. Il était venu me voir une fois à Bicêtre, au début, et puis il devait rentrer au chemin de fer, et puis je ne l'ai jamais revu. Et puis j'ai perdu son adresse. Et ta mère, l'autre fois, a cherché sur Minitel. Elle n'a pas trouvé. Elle en a trouvé, mais pas ce nom-là. Et moi, j'avais donné un faux nom. Là, je disais, c'est Basilou Noël, il s'appelle. Je ne me rappelais plus. C'est marqué derrière une lettre. Basilou Noël. C'était formidable. Mais tout l'hiver là-bas, c'était comme ça. Il y avait des haut-parleurs, ils chantaient des chansons. Et... Il y avait du côté français ou pas? Oui. Oui, mais il y avait rien qui nous séparait. Alors ça fait... On a eu à entendre, hein. Là-bas. Mais la guerre, vous l'avez senti venir hein, ou pas? Vraiment, enfin je veux dire. Oh oui. À partir de quand t'as commencé déjà en 1938, là, quand je suis parti en tenue de guerre, ça s'est arrangé parce que les Allemands n'étaient pas assez prêts. Hitler a retardé d'un an pour qu'ils se préparent encore mieux. Il y avait une rancune vis-à-vis de la première ou pas? Oh oui, parce que il y a une chose, tu vois, que j'ai fait, pourtant, il y en a qui ne veulent pas le comprendre. Moi, mon père a fait pareil que moi. Il a été prisonnier, il a fait la guerre de 14. Il a fait dans les 7 ans, je crois aussi, pareil. Mais après 14, tu n'entendais parler que de la revanche. Avec les Boches, la revanche tout le temps. Et il y avait eu la guerre en 70, on a remis ça en 14, on a remis ça en 39. C'était normal, la guerre. Et si on avait continué comme ça, on aurait refait la guerre avec les Allemands, sûr. Mais on a fait le jumelage, là. Une chose qui nous empêche, d'ailleurs ça fait déjà 50 ans, on n'est pas la veille de faire la guerre avec les Allemands, hein. Et bien le jumelage, c'est nous les anciens combattants qu'on a été d'accord pour commencer. Et ça a l'air de bien prendre, maintenant la jeunesse s'y met, c'est ce qu'il faut. Parce que moi j'ai dit, il y en a qui, même ma famille, dit, on ne dirait pas que tu as été malheureux comme ça, et j'ai dit c'est justement parce que j'ai été malheureux, je ne voudrais pas que mes enfants et petits-enfants commencent comme nous, comme on a fait tout le temps. Au lieu de faire une revanche, mieux qu'on soit avec. Et ça a l'air de bien prendre, là je vois le jumelage d'ici. Maintenant, jusqu'à maintenant j'étais en Allemagne pendant 4 années, 4 fois. Et j'étais toujours bien reçu là-bas.
Il y en a, ils sont comme nous, les Allemands. Et maintenant, c'est les jeunes. Et puis ici, ils font les écoles. Et ils prennent des élèves là, qui viennent passer 15 jours ici. Ceux d'ici vont passer 15 jours là-bas, avec leur instituteur. Et puis les sports aussi, ils s'y mettent. Ils vont faire des jeux ensemble. Non, moi je ne veux pas y retourner en Allemagne parce que c'est trop fatigant, c'est les voyages comme ça. Mais maintenant, c'est aux jeunes à continuer. Il vaut mieux voir ça que des guerres, hein, moi je dis. Et jusqu'à maintenant, ça marche. Pourtant, on a toujours fait la guerre avec eux. Ah, il y en a bien qui sont contre. Mais on remarque, ils comprennent bien. Regardez ici pas loin, au Radour sur Glane, il y a eu des fusillés, près de 600 personnes qui ont fait voler tout un pays. Eh bien, il y a du jumelage tout autour, pourtant. Eh bien, c'est bien ce qui est arrivé. Un jour, il y a une délégation qui est venue d'Allemagne, là. Il y a le président de région qui était là. Ils sont venus à Flavignac. Et puis, on a servi un dîner le soir. Et c'est les femmes du 3e âge, là. La mamie y était, qui ont fait le repas. Alors tous ces gars-là, ils étaient tellement contents, et puis ils avaient bu un bon coup ce jour-là. Parce qu'ils aiment le vin quand ils sont sortis comme ça. Alors il y a le président, il va à la cuisine là-bas. Ils étaient 6 ou 7 femmes là, du 3e âge. Alors le maire leur avait dit, c'est ces femmes qui ont préparé le repas. Alors il a été avec un interprète et il a dit, je vous invite en Allemagne pendant 8 jours. En Allemagne, vous aurez tout. Bon, ils ont pensé que c'était pas vrai. Ils avaient vu le coup et tout. Quelques temps après, l'homme de confiance, notre président reçoit une lettre de là-bas qui demandait à voir les femmes de la maison de retraite. Il croyait que c'était quand même marqué. Alors, il dit comment ça se fait? Alors, il a réécrit pour savoir des précisions. Il a dit oui, ils sont invités, 15 en tout avec leur mari. Alors là, ils nous ont payé un voyage. C'était un voyage officiel. On est parti par le train, là, et puis c'était rien des vieux, puis on était. Le maire d'ici dit, il faudra porter le drapeau haut là-bas, hein, c'est un voyage officiel, nous on le prenait à la rigolade. On ne croyait même pas qu'il aurait fait. Alors on est parti par le train là, même déjà il y avait la presse qui était à Limoges. Et puis nous la partis tous, arrivés là-bas, nous attendaient au train. Le soir, il y avait au restaurant, il y avait une soirée là avec plein de gens en plus. Et puis à un moment donné, il dit tiens, les amis de Français, on les demande sur la terrasse. Sur l'hôtel, ça faisait 2 terrasses, il y en avait une en bas et tout. Et bien, il y avait au moins 50 musiciens là, la musique, qui nous ont joué la Madelon, des trucs français, et puis la Marseillaise. Et après, on a été reçus par le président, et puis ils nous ont amenés jusqu'à Munich. On avait un car qui partait le matin, pendant 8 jours comme ça. Et puis à l'hôtel, tous les jours. C'était retenu, il y avait le goûter à 4 heures. On a fait un de ces voyages qu'on n'a jamais pu se le payer. Hein. C'est bien que le dernier jour, le repas d'adieu, on était nombreux là, dans le restaurant. Et il y avait le pasteur en face de moi et puis le curé. Mais le pasteur, il parle français. Et puis je dis à mon copain, là, Fernand, parce que Fernand était venu aussi. J'ai dit, il ne faudrait pas que le président maintenant nous envoie la note. Hein. Oh, le pasteur me dit, plus la note sera grosse, plus il sera content. Oh ben j'ai dit, il va être content alors. parce que ce qu'on avait fait, hein. Et puis on avait les Allemands avec nous,
un interprète toute la journée. Il n'a pas fait un de ses voyages. On s'en rappellera. Hein? Oui, parce qu'il a dit, ces femmes qui ont fait ça, ce qui l'a touché, ça n'aurait pas été ça, il ne l'aurait pas fait. Mais il a dit, c'est des gens de l'époque de... La tragédie s'est passée au radeau, c'est à côté. Alors il dit, c'est des gens de cette... qui nous reçoivent comme ça, et c'est pour ça qu'il l'a fait. D'ailleurs, j'ai un article sur leur journal que j'ai fait traduire, là. Ils en parlent. Oui. Mais enfin, ça passe une drôle de vie, là, des plus belles années de la vie. Je suis parti à 21 ans, je suis revenu à 30 ans. 30 ans. Et puis je suis resté, je suis arrivé, je suis parti le 27 avril 45, et un an après, en 46, 27 avril, je me mariais, encore nouveau prisonnier. Je suis resté qu'un an libéré. Et j'y suis maintenant et j'y reste. Ouais. Merci. Il y a les principales, on ne l'oublie pas parce que non. Il y a des fois qui disent, je ne peux pas l'oublier ça. Tout ce qu'on a passé. Il faut être jeune même pour tenir le coup. Et de 20 à 30 ans, c'est l'âge qu'on a le plus, qu'on résiste le mieux. 40 ans, mais après, hein. Et là-bas, quand j'étais à Krefeld le soir, hein, on est couché, c'était la faim qui mangeait. Et sur les chantiers, on parlait que du manger, entre soi. Alors bon, il y en a un qui se mettait en colère, à force vous parlez de ça, vous ne pouvez pas parler d'autre chose. Parce qu'à midi, on ne mangeait pas. Parce que le soir, on touchait une boule de pain pour 5 et on avait faim. D'ailleurs, il ne fallait pas la laisser dans la musette au pied de ton livre, si on te la volait. Il fallait garder dans la poche. Alors, la plupart, on mangeait tout le soir. Et puis le lendemain, on avait 1 heure pour manger, ben on allait se coucher sur un banc, sur une planche, là, en attendant, sur le chantier. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors moi, j'arrivais bien des fois à garder un bout de pain, mais il fallait que je le garde dans ma poche. Et vous travaillez dur Oh, dur. C'était du travail de force parce que on n'en foutait pas lourd. Hein. Nous, on portait des sacs de ciment. Des ciments à 2. Ça fait 50 kilos le sac. Pris sur la charrette, à 2 pour la porter dans les baraques. C'était bien plus fatigant que le prendre soi-même et puis le porter. Un jour, le chef de chantier, là, un civil, c'était un civil, on l'appelait le caméon. Il changeait toujours de vêtements, de couleur. Alors, il était costaud comme ça. Il se met en colère, nous voir faire à traîner les sacs. Il ne pouvait pas nous obliger plus. Il se met derrière le camion. Il attrape 2 sacs en dessous. Il s'en fait mettre 2 dessus, sur ses épaules. Et voilà le parti jusqu'à la baraque. 200 kilos, il avait. Alors, on nous disait, toi, tu manges bien, mais nous, on ne mange pas. Alors, et puis ça a été fini. Après, on a continué, nous, avec porter nos sacs à 2. Mais vous ne pouvez pas l'obliger. Aussitôt que j'allais tourner, on s'arrêtait de travailler. Alors, les chefs de chantier, ils venaient là. Alors, on ne savait pas parler français, ils ne savaient pas parler français, eux. Ils nous commandaient quelque chose,
Alors, ni Faustin, on ne comprenait pas, ni Faustin. Mais quand il disait Arbeit fertig, travail fini, hop, il n'y a pas besoin d'interprète. Alors, il ne comprenait pas quand il nous commandait quelque chose. Alors, il gueulait plus fort. Il gueulait plus fort. Alors, des fois, quand il voyait qu'il gueulait tant, on disait aïe, 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 aïe. Mais on n'avait rien compris. Et puis, alors, il revenait, on n'avait pas fait ce qu'il avait dit. Alors, tant qu'il allait chercher l'interprète à l'autre bout du chantier, on attendait. Oh, c'était pas du boulot, hein. Et puis, des fois, on se travaillait pour se réchauffer, autrement se geler. Quand on ramassait la glace dans les rues, là, l'hiver, dans les petites voitures, on portait ça dans les squares. Mais on était là à se geler, tous comme ça. Alors des fois, moi, je travaillais quand même pour me réchauffer. Mais c'était pas du boulot, hein. On aurait fait... Un jour, ils ont voulu essayer sur le chantier, nous faire tant de mètres de tranchées. On faisait des petits tranchées pour les conduites. Alors, tant par prisonnier. Et quand on aurait fini, qu'on pourrait rentrer à la baraque. Et il y a eu de l'abus. On partait le matin. À 10h, tout le monde avait fini le matin. Alors, on a rentré 2-3 fois, mais ça foutait mal là-bas. Ils n'ont plus marché. Eh bien, on faisait notre bout de temps de tranchée. Toute la journée, on n'en faisait pas la moitié. On n'en faisait pas la moitié de ça. Mais, dis donc. Bon, c'était pas... Mais sur l'ensemble, il arrivait à se faire un peu de travail. Sur l'ensemble. Mais... Et le sabotage qu'on faisait. Dans ces grandes tranchées là qu'on avait conduit l'eau. Un jour, je me rappelle, je l'ai vu ça, c'était des tuyaux en grès. Puis c'était profond, et puis c'était en Autriche encore, là-bas. La terre était gelée, alors on levait des grosses plaques de terre, c'était comme une pierre. On a vu, il a écrasé le tuyau en bas. Et puis vite, on l'a recouvert. Et le soir, les outils, les pelles, tout ça, dans la tranchée, et puis la terre dessus. On disait quand il n'y aura plus d'outils. Penses-tu, il arrivait des camions de pelles, pioches, tout neuves, là, qui nous a ramené des... On n'a jamais manqué de pioches ni de pelles. Et ce jour-là, de cette tranchée-là, je savais, je l'avais vu, moi, j'étais dans l'équipe. Alors, quand ils ont voulu remettre en route, il y avait des fuites, ça ne marchait plus. Alors, il a fallu déterrer. Et tout en déterrant, on a sorti une brouette. Oh là, le chef dit « Sabotage, sabotage !» Il y avait une brouette qui avait été mise dans la tranchée, donc des outils. Alors, sabotage, mais qui c'est qui l'avait fait? Oh non, on en a fait des... Il y a eu beaucoup de gens beaucoup d'hommes qui ont essayé de s'évader ou pas? Oh, il y en a eu beaucoup, mais il n'en passait pas beaucoup. Hein. Puis après, il y en a qui en sont évadés 2-3 fois, et puis ça allait dans les camps là-bas en Pologne, hein. Dans les mines de sel et tout, il y en a qui ça leur a coûté leur vie. Il y en a beaucoup. Moi, je n'ai jamais parti. Il y en a bien quelqu'un, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Il y en a qui partaient dans les wagons de charbon, s'enterraient dedans, et puis arrivaient en France et se faisaient cueillir. Et puis, il fallait manger en route, il fallait... Autrement, il y avait tout un trafic tout le temps d'évadés, mais là, on ne passait pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui ont réussi, parce qu'il y avait des combinants, il fallait le savoir en France, qui faisaient passer. Et des passeurs, beaucoup dans les curés et tout ça, ils donnaient ce qu'il fallait pour... Il fallait bien l'avoir, la combine. Ceux qui partaient comme ça, tout seul, n'avaient pas grand chance. Ils partaient à 2 ou 3, c'était encore pire. C'est pas trop dur de ne pas avoir de nouvelles des autres, de la France et tout. Ben, Tu vas faire... Alors il se passait des histoires, on appelait ça des bouteillons.
On trouvait un type là, il paraît qu'ils ont fait ça, ils ont débarqué, nous on les a entendus débarquer, les Américains, les Anglais, ils ont débarqué des milliers de fois, nous, dans nos camps. Alors c'était des histoires qui se racontaient, l'autre le répétait, l'arrangeait. Et ce qui nous a fait vivre pendant 5 ans, c'est de ne pas le savoir. Je suis certain qu'il y en a beaucoup qui auraient su qu'il y avait 5 ans à faire, ils auraient risqué leur vie plutôt que d'y rester. Hein. Beaucoup. Hein. Mais là, voilà ce qui se passait. On arrivait au printemps, on disait, ils vont attaquer l'été, ça sera fini avant l'hiver. Non, c'est bon, finir avant l'hiver. Et puis on passait tout l'été, et puis arrivait l'hiver. Au printemps, ça sera fini, hein, au printemps ils vont l'attaquer. Et puis tous les ans comme ça, passer nos années comme ça avec l'espoir. C'était toujours au printemps ou l'été, et puis on entendait dire qu'ils avaient débarqué, que les Allemands étaient foutus. Et comme nous, quand on a commencé la guerre, là, on nous disait, là, nous vaincrons car nous sommes les plus forts. Et on était, nous, avec nos bourrins, nos chevaux, là, qui traînaient les pièces de canon et tout, et qui étaient motorisés. Là. Et puis, au début de la guerre, ils ont, après l'Alsace, ils se sont retirés, les Allemands. Et puis ils avaient miné tout. Il y a eu des régiments détruits, tout à fait au début, en 1939. Alors, hop, malheureux, ça fonçait, les Français ils fonçaient, eux, ils se sont retirés, les Allemands, ils reculaient. C'est là qu'ils avaient fait une chanson, là, parce qu'ils avaient la ligne Siegfried, comme nous, on avait la ligne Maginot. Alors, il y avait une chanson, on va aller prendre notre linge sur la ligne Siegfried. Oui, oui. Alors, ils ont fait détruire des gens, et puis ça s'est arrêté là. On ne peut pas aller plus loin. C'est comme nous, on était devant la ligne Maginot, on était des sacrifiés. S'ils étaient arrivés, mais ils sont arrivés derrière. Ils l'ont pris par derrière, ils sont passés par la Belgique, et là. C'est pour ça que moi j'étais sur le bord du Rhin là-bas, ils n'ont jamais traversé là. Ils n'ont pas traversé là. Parce que la ligne Maginot aurait craché, ils auraient eu de la perte. Ils auraient peut-être eu quand même, mais alors nous, on était tout un tas de troupes devant, on était les sacrifiés. Ils auraient... c'est venu par là, on était bien écrasés, nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Imaginons nous tirer dessus. Moi, j'avais jamais cru, je pensais qu'il n'y avait rien devant la ligne Maginot, pas de troupes. Et il y en avait. Elle n'a servi à rien, Maginot. Ils sont venus par derrière. Voilà, les canons n'étaient pas tournés de ce côté-là. Hein. Ils n'ont même pas tiré. C'est pour ça que nous, on ne savait rien. Rien du tout là-bas. Autrement, on avait la belle, le camp en Suisse. J'étais à côté. On voyait les lumières, la balle, tout ça. J'étais à côté. Après, on a longé la Suisse. Il y a beaucoup qui ont été en Suisse. Alors, ils ont été relâchés après. Enfin, eux, ils n'étaient pas... Sans être prisonniers, ils étaient prisonniers, mais les Suisses, c'était neutre. Et puis après, ceux qui sont sortis de la Suisse, là, qui ont été libérés, puis après ils ont filé comme travailleurs au travail obligatoire. Alors j'étais plus libre, parce qu'il y avait des camps aussi de travail obligatoire. C'est des gens qui prenaient, ils étaient payés, mais ils étaient libres là-bas. Ils n'étaient pas dans les barbelés. Oh, puis là-bas, ce qui a été terrible, c'est les bombardements qu'on a eu tout le temps, dans
C'est sûr que ça tombait. Ça tombait hein, tout le temps. Les villes sont complètement écrasées hein, en Allemagne. Toute la Rhénanie, là. C'était leur passage d'ailleurs. Et alors le soir, ils en descendaient. Hein. On les voyait bien, nous, on restait dehors. Quand on les voyait briller avec les phares, les gros phares, ils brillaient comme une étoile. Là. Et puis les serres qui tiraient dessus. Parce qu'ils en descendaient. Hein. Oui, on avait des histoires, alors ça nous montait le moral. C'était foutu. Bon, c'est bien les Russes qui les ont usés, autrement on ne serait pas sorti. En Russie, ils ont eu le froid là-bas, ils n'ont pas résisté. Ça fait comme Napoléon. Napoléon, c'était pareil. C'est en Russie que c'était. Et là, les Allemands, ça les a usés. C'est qu'ils occupaient partout, ils étaient forts hein, quand ils sont arrivés en France. Tu te rends compte tous les pays qu'ils ont occupés partout. Puis ils étaient motorisés, eux, c'était pas avec des mulets. Et nous, on croyait tout. Vaincrons, car nous sommes les plus forts. Et ben, on n'est pas à se casser la tête. Après, ramasser les vieilles ferrailles ici, dans les pays, partout, pour faire l'acier victorieux. Alors ça, c'est ramasser les écoles, tout le monde ramassait les ferrailles pour faire l'acier victorieux. C'est resté en tas partout. Ça n'a rien fait du tout. Je pense que pendant ce temps-là, les Allemands, ça fabriquait. Hein, on ne pouvait pas résister. Bon, moi je vais voir quelque chose. Ouais. D'accord. Ben, il y a en bas, il y a de l'eau, Ouais, on va aller de la bière, il y a du cognac et tout ce que tu veux.